En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante vient d'annoncer la liste définitive des candidats à la présidentielle et à la législative du 23 décembre. Présidentielle au Cameroun, le candidat du Social-démocratique Front a mis en garde le président Biya sur le déroulement de l'élection dans les bureaux de vote retenus dans la zone dite anglophone. Et puis le Botswana tente de défendre sa réputation de protecteur des éléphants. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par la Tanzanie où au moins 119 personnes ont péri ce jeudi dans le naufrage d'un ferry dans le sud du lac Victoria. L'annonce a été faite ce vendredi par la télévision publique et ce, alors qu'un précédent bilan faisait état de 44 morts. Citant le gouverneur John Mongela, la télévision a précisé que le nombre de rescapés était toujours de 37. Le ferry MV Nyerere s'est retourné ce jeudi après-midi à quelques dizaines de mètres seulement du débarcadère de sa destination finale, l'île d'Ukara, dans le sud du plus grand lac d'Afrique, avait indiqué ce jeudi soir l'agence tanzanienne des services électriques et mécaniques, l'exploitant public du navire. On ignorait toujours ce vendredi matin le nombre exact de passagers ayant pris place dans ce ferry d'une capacité de 100 personnes. À 3 mois du scrutin, la Commission électorale nationale indépendante vient d'annoncer la liste définitive des candidats à la présidentielle et à la législative du 23 décembre prochain. Après le traitement des contentieux par la Cour constitutionnelle, la CENI a retenu 21 candidats pour la présidence et 15 355 candidats députés au scrutin de décembre. Pour le président de la CENI, Corneille Nangaa, un pas géant vient d'être franchi. Le cap est tourné vers le 23 décembre 2018, date à laquelle se tiendront les 3 scrutins présidentiels, législatifs, national et provincial. Cette étape de candidature est clôturée par la publication des listes définitives des candidats aux élections présidentielles et législatives nationales comme prévu par le calendrier. Les listes de candidatures ou les listes des candidats aux provinciales ayant été rendues publiques le 24 août dernier. Un nouveau pas de géant vient ainsi d'être franchi et le chemin définitivement balisé en direction des élections du 23 décembre prochain. Maintenant, chers compatriotes, que nous avons fini avec l'étape des candidatures, nous entamons la dernière ligne droite vers le 23 décembre 2018, date des élections. Il s'agit d'une date importante pour l'histoire de notre pays. Le 23 décembre se tiendront les 3 scrutins, présidentiels, législatifs, national et provincial. Ils seront suivis des scrutins indirects des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs au mois de mars 2019. Aujourd'hui, 19 septembre 2018, cette étape de candidature est clôturée par la publication des listes définitives des candidats aux élections présidentielles et Dans sa course à l'élection présidentielle, Joshua aussi, le candidat du Social-démocratique Front, lors d'une conférence de presse dans son quartier général à Douala, mise en garde le président sortant Paul Biya sur le déroulement de l'élection dans les bureaux de vote retenus dans la zone dite anglophone. Il se donne 100 jours s'il est élu président au lendemain du 7 octobre prochain pour que les troubles dans les régions du nord et du sud-ouest ne soient qu'un lointain souvenir. Narcisse Oum pour le reportage. C'est dans le but de donner son point de vue sur les grandes questions d'actualité nationale, notamment la présidentielle du 7 octobre prochain dans les zones dites anglophones et les stratégies à mettre sur pied par le Social-démocratique Front pour se déployer sur le terrain, que Joshua aussi a organisé une conférence de presse dans son quartier général, 6 à Douala 1er, lieu dit Bonadibon.
Ce moment d'échange plutôt convivial a été l'occasion pour les hommes des médias qui ont répondu en grand nombre à l'invitation du SDF de questionner le candidat Joshua aussi sur plusieurs sujets d'actualité. Sur la question de la délocalisation des bureaux de vote dans les zones dites anglophones, le candidat du SDF est clair. Donc nous demandons à M. Biya, il a encore un jour avant le début de la campagne, de mettre fin à cette tactique qu'il est en train de mettre sur place dans le nord-ouest et le sud-ouest pour marginaliser encore plus un peuple déjà meurtri aujourd'hui par un conflit insensé. S'agissant de la situation spécifique de ces deux zones, Joshua aussi est ferme. Et si il insiste dans ce plan diabolique, il nous trouvera sur son chemin. Pour les solutions de sortie de crise dite anglophone, il fait une promesse. Président de la République, je me donne 30 jours pour faire taire les armes. Ok, donc 30 jours pour faire taire les armes, 100 jours pour faire désescaler, si on veut, la crise. Parlant de 15 millions de francs CFA d'avance de financement de la campagne, boycotté par d'autres candidats, Joshua aussi donne son point de vue. Absolument rien de nouveau. Je suis surpris de voir que certains ont un problème avec les montants parce que ce montant, à ma connaissance, a même été augmenté pour l'élection de 2018 par rapport à l'élection de 2011. Sur les possibilités d'une coalition avec les autres candidats dans le but d'aboutir à une candidature unique et consensuelle de l'opposition, le député candidat répond. Ce n'est pas obligatoire que quand deux candidats se mettent ensemble, ils ont forcément plus de résultats. Mais non, j'aimerais aussi dire que le travail de mettre les candidats ensemble se passe avant le dépôt des candidatures et pas après. L'ambassade des États-Unis près le Bénin a procédé ce mercredi à la remise d'ouvrages à la police républicaine. L'ouvrage porte sur le code de déontologie et d'éthique de la police républicaine. Lors de la récente formation conjointe organisée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin et la police républicaine sur la déontologie et l'éthique policière, des dons de 1000 bannières sur la lutte contre la corruption au sein de la police et 1500 affiches sur le code de conduite, le code des sanctions et des valeurs fondamentales de la police républicaine avaient déjà été faits. Et la cérémonie de ce jeudi vise à offrir à la police républicaine le reste des manuels. Nous offrons le reste des documents en vue de continuer à soutenir le développement d'une culture d'intégrité durable au sein des forces de l'ordre. Le lot de documents est constitué de 1000 manuels d'instructeurs sur le cours éthique policière et déontologie, de 450 affiches supplémentaires sur le code de conduite, le code des sanctions et les valeurs fondamentales, et de 12 000 guides de poche sur l'éthique. Cette cérémonie marque en même temps la fin de la mission à l'ambassade américaine de Tania De Genova, la responsable du programme d'assistance internationale de la formation des officiers chargés de l'application de la loi. Durant les 3 années qu'elle a passées au Bénin, Tania De Genova a travaillé aux côtés de la police et de la gendarmerie qui ont fusionné pour devenir la police républicaine. En de pareilles circonstances, au regard de tout ce que vous avez fait, c'est difficile de vous dire, de vous transmettre ou de manifester toute notre reconnaissance. J'aimerais juste dire que les gens que j'ai rencontrés et avec qui j'ai travaillé, ce sont de très bons représentants du pays, de la police béninoise, et m'ont laissé les aider, les accompagner pour qu'eux-mêmes puissent renforcer leurs capacités, renforcer leur méthodologie, leur institution de la police. Pour remercier Tania De Genova pour tout le travail qu'elle a abattu, la police républicaine lui a offert des présents. Annonce surprise de la suspension de la relance d'une économie aérienne nationale au Nigeria. Les responsables de l'industrie aéronautique du pays ont fait part ce jeudi de leur colère. En juillet, le gouvernement avait annoncé en grande pompe que Nigeria Air commencerait ses activités à la fin de l'année 2018. La nouvelle compagnie aérienne devait remplacer Nigeria Airways. L'ancienne entreprise avait fait faillite en 2003 sous le poids de ses dettes, victime d'une mauvaise gestion et de la corruption.
Mercredi, le ministre de l'Aviation, Hadi Sirika, a annoncé avec regret sur son compte Twitter la difficile décision de suspendre le plan de lancement de Nigeria Air sans donner de détails. Pourtant, la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale était une promesse du président Muhammadu Buhari. Sur les réseaux sociaux, les Nigérians ont dénoncé l'argent dépensé pour ce projet avorté. Ils exigent de savoir quel montant avait été déjà engagé pour sa promotion à un moment où l'économie se remet d'une récession. Quant au gouvernement, il s'était engagé à couvrir les frais de lancement à hauteur de 300 millions de dollars. Le secrétaire général du syndicat national des employés du transport aérien a qualifié de très triste et de malheureuse l'annonce de la suspension du lancement de la nouvelle compagnie nationale, car cela aurait permis de créer des emplois pour les citoyens et attirer les investissements étrangers nécessaires. Les éléphants du Botswana ne sont pas comme des mouches sous les balles des braconniers. Aucune tuerie de masse n'est observée. Churchill Collier le redit d'un ton ferme, contrairement à ce qu'a suggéré une ONG. Statistiques en main, le chef adjoint du département des parcs nationaux et de la faune affirme avoir recensé la mort de 63 pachydermes depuis le début de l'année. La situation est encore sous contrôle, vu que la marge ne dépasse pas celle des années antérieures. Sur toute l'année dernière, par exemple, le Botswana avait perdu 81 éléphants. L'Organisation d'éléphants sans frontières, EWB, avait en effet jeté un pavé dans la mare. De retour d'un recensement aérien réalisé avec DWNP entre le 10 juillet et fin août, son responsable Mike Chase a confié avoir dénombré dans le pays 90 carcasses d'éléphants, tous délestés de leur très convoitée défense en ivoire. Le défenseur de la faune avait enfoncé le clou en liant cette vague de tueries à la décision récente des autorités botswanaises de désarmer les unités anti-braconnage. Piqué au vif, le gouvernement a dénoncé des statistiques fausses et a affirmé qu'une partie des victimes avait succombé à une mort naturelle. Récemment, au Kenya, des tests ADN sur des défenses d'éléphants ont permis d'identifier d'importants cartels de contrebande d'ivoire, ce qui a aidé les enquêteurs à poursuivre certains des plus dangereux trafiquants. Près de 40 000 éléphants africains sont tués chaque année pour leur défense, qui sont commercialisés illégalement au sein d'un marché évalué à plusieurs milliards de dollars. Alors que la plupart des trafiquants d'ivoire sont poursuivis pour une unique saisie, ces tests peuvent aider à relier un individu à plusieurs autres cargaisons, permettant ainsi de les juger pour crimes transnationaux punis par des peines plus lourdes. Et puis en interactualité, le Parti libéral-démocrate, formation conservatrice au pouvoir au Japon, a élu ce jeudi son président. Shinzo Abe est donc reconduit pour 3 années. Il s'offre ainsi la possibilité de rester à la tête du pays jusqu'en 2021 et de battre du même coup un record de longévité. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a affirmé jeudi qu'il engagerait le processus de révision de la constitution pacifiste du Japon. L'homme s'est ainsi exprimé après avoir été largement réélu à la tête de son parti. Shinzo Abe a gagné 553 voix des 807 exprimées, dont 329 des 405 députés et sénateurs membres de sa formation, le Parti libéral-démocrate. Cette victoire lui donne la possibilité de rester à la tête du pays jusqu'en 2021. Réécrire en partie la charte constitutionnelle est un but pour le parti. Son souhait est d'inscrire dans l'article 9 l'existence des forces d'autodéfense, une armée qui n'est censée entrer en action que pour défendre le pays face à une attaque extérieure. La majorité du parti au pouvoir est écrasante face à une opposition en lambeaux depuis qu'elle a perdu aux élections législatives de fin 2012, incapable de se relever d'une gestion jugée désastreuse de l'après-tsunami et de l'accident de Fukushima en mars 2011. Plusieurs défis attendent cependant le Premier ministre et l'absence de plébiscite des militants devrait, selon des analystes, le contraindre à faire avancer réellement les dossiers économiques. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.